Bonjour, aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter est sur un cas des Warren, la maison hantée de la famille Smurl. Moins célèbre qu'Amityville, la maison hantée The Haunted est un téléfilm de 1991 réalisé par Robert Mandel, inspiré du livre The Hantise, écrit par Robert Curran en 1986. Ce téléfilm retrace les phénomènes terrifiants dont furent victimes les membres de la famille Smurl en Pennsylvanie. Je vous propose de découvrir la vraie histoire de la famille Smurl, dont la maison était apparemment habitée par un démon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle HVP, Histoire vraie paranormale, dans True Paranormal History HVP. Jack et Janet Smurl avaient grandi dans la région. Ils s'étaient rencontrés en 1967 et ils étaient mariés l'année suivante. Jack avait servi dans la marine, puis il était devenu technicien en neuropsychiatrie. En 1972, les inondations provoquées par l'ouragan Agnès endommagèrent si gravement la maison que Jack et Janet occupaient à Wilkes-Barre qu'ils durent se résoudre à l'abandonner. L'année suivante, ils emménagèrent dans un duplex que les parents de Jack avaient acheté dans la petite ville de Piston, en Pennsylvanie. La maison avait été construite en 1896 et elle était située au 328 rue Chasse. Une rue calme d'un quartier résidentiel de la classe moyenne. Jack, Janet et leurs deux premières filles, Dawn et Heather, occupaient la moitié gauche de la vieille demeure alors que John et Mary vivaient dans la moitié droite. Les deux couples n'éprouvaient aucune difficulté à cohabiter ainsi et c'était même un plaisir pour eux d'être réunis sous le même toit. Ils formaient une famille heureuse, unie et très pieuse. Mais 1 an et demi après leur emménagement, leurs conditions de vie commencèrent à se détériorer. En janvier 1974, une tache étrange apparut sur le nouveau tapis du salon. Personne ne savait comment elle était arrivée là, et malgré tous les efforts que Janet avait, se releva indélébile. Quelque temps plus tard, la télévision de Jack prit feu sans raison apparente, et les conduits d'eau se mirent à fuir. Rien ne semblait pouvoir en venir à bout, malgré les réparations successives. L'eau se remettait inexplicablement à couler. Puis un matin, Jack et Janet découvrirent que le nouveau lavabo de la baignoire qu'ils venaient tout juste d'installer était couvert de profondes rayures. Les boiseries de la salle de bain qu'ils avaient rénovée présentaient les mêmes profondes éraflures. Elles ressemblaient aux traces de griffures qu'aurait pu laisser un animal sauvage. Mais l'histoire commença véritablement en 1975, quand leur fille aînée Dawn affirma à plusieurs reprises avoir vu des gens flotter autour de son lit dans la chambre à coucher. Jack et Janet commencèrent alors à se demander si leur maison n'était pas hantée. En 1977, les manifestations se firent plus fréquentes. Les toilettes se vidaient, que personne ne les utilise. Les tiroirs s'ouvraient et se refermaient d'eux-mêmes. La radio s'allumait même lorsqu'elle était débranchée. Le rocking chair se balançait inexplicablement et des bruits de pas résonnaient en permanence dans les escaliers. La maison se remplissait fréquemment d'odeurs nauséabondes et Jack avait senti une main invisible la caresser à plusieurs reprises. Jack et Janet n'en pouvaient plus, ils étaient épuisés. Janet avait donné naissance à des jumelles, 2 petites filles, Shannon et Karen. Et ces problèmes incessants aggravaient leur lassitude. En janvier 1985, la situation s'était encore dégradée. Un froid glacial s'abattait souvent sur la vieille demeure où résidaient les 2 familles. Et John et Mary, les parents de Jack, entendaient des mots grossiers et obscènes s'élever de l'appartement de leur fils et de leur belle-fille, alors qu'ils ne parlaient même pas. En février 1985, alors qu'elle faisait la lessive au sous-sol, Janet entendit quelqu'un l'appelait par son nom. Après avoir fouillé toute la maison en vain, elle réalisa que tout le monde était sorti. Elle avait toujours été seule. 2 jours plus tard, alors qu'un froid glacial s'abattait une nouvelle fois sur le duplex, ce qui devenait de plus en plus fréquent, Janet aperçut la silhouette brumeuse d'un homme en noir dans la cuisine.
Aucun trait ne dessinait son visage. Quelques secondes plus tard, l'homme traversa la paroi et il apparut à Marie de l'autre côté du mur. À partir de ce moment-là, les manifestations paranormales gagnèrent en intensité et la situation devint ingérable. La nuit précédant la confirmation de la jeune Heather, qui avait alors 13 ans, un grand ventilateur se décrocha du plafond pour s'effondrer à quelques centimètres de sa sœur Shannon, puis Janet se mit à l'éviter. Un soir, une pureté extrêmement envahit la chambre parentale et Janet fut violemment extirpée de son lit par une force invisible. Jack, qui était couché près d'elle, assista impuissant à la scène, inexplicablement paralysé. Une nuit, pendant son sommeil, Shannon fut violemment tirée de son lit et traînée jusqu'en bas des escaliers. Simon, le berger allemand de la famille, fut soulevé et projeté dans les airs de nombreuses fois. Terrifié, le chien fugua à plusieurs reprises. Des craquements résonnaient en permanence dans les murs, et les voisins des Smurls se plaignaient des bruits étranges et des cris qui s'élevaient de leur maison, même quand celle-ci était déserte. Comme beaucoup de monde, à cette époque, Janet avait déjà entendu parler d'Ed et Lorraine Warren, les célèbres couple d'enquêteurs du paranormal. Même s'ils étaient sceptiques quant à leurs possibilités, elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Et en janvier 1986, elle décida de faire appel à leurs services. Les Warren se présentèrent au domicile des Smurls peu de temps après, accompagnés de Rosemary Frisch, qui était infirmière et médium. Ils questionnèrent le couple sur leurs croyances religieuses et sur leur vie de famille. Puis ils leur demandèrent s'ils avaient déjà pratiqué le satanisme ou l'occultisme, s'ils avaient déjà utilisé une planche de Ouija ou invité le surnaturel dans leur maison d'une façon ou d'une autre, ce qui n'était pas le cas. Les enquêteurs firent ensuite le tour de la maison et ils identifièrent le placard de la chambre comme étant le point de croisement entre les deux côtés du duplex. Most of the phenomena that occurred in this room seems to happen in and around the closet area, although in this room we have had the disappearance and reappearance of personal objects of the two teenagers. Après avoir inspecté les lieux, ils affirmèrent avoir détecté la présence de 4 mauvais esprits. 3 étaient des esprits mineurs, mais le 4e était un démon. Comme il n'y avait eu aucun dysfonctionnement familial, aucune invitation occulte et aucune tragédie, les Warren supposèrent que le démon avait dû rester en sommeil durant des décennies et qu'il avait probablement été réveillé par l'énergie émotionnelle générée par les jeunes filles de la maison. Lorsqu'elles étaient entrées en puberté, l'entité devait se nourrir de cette énergie. Ed et Lorraine Warren tentèrent à 2 reprises de faire partir le démon en jouant de la musique religieuse et en les confrontant à la prière, mais leur intervention parut surtout attiser le gourou de l'entité démoniaque qui manifestait sa colère en secouant violemment un miroir et les tiroirs d'une commode. Sur ce même miroir, le démon écrit d'ailleurs un message explicite à leur intention. « Vous les bâtards, dégoûtants, sortez de cette maison !» Au cours de ces 2 séances, le démon qui apparaissait sous la forme d'une masse brumeuse infligea de nombreux gifles et morsures à Jack et Janet. Et il tenta même d'étrangler Ed Warren, ce qui affecta sérieusement sa santé durant plusieurs jours. L'entité était particulièrement puissante, et seule l'eau bénite et la prière semblaient calmer ses manifestations. Peu de temps après, Jack affirma avoir été sexuellement agressé par un succube. Je vous explique ce que c'est un succube. Il a décrivi comme une créature écailleuse qui présentait le visage d'une vieille femme et le corps d'une jeune. Ses yeux étaient rouges et ses gencives vertes. Quelques jours plus tard, Janet reporta avoir été violée par une silhouette sombre. Lors de cette attaque, elle avait entendu des grognements de porc résonner dans les murs, ce qui était un signe de grave infestation démoniaque, selon Ed et Lorraine Warren. Jack et Janet demandèrent le soutien de l'Église à plusieurs reprises. Le diocèse catholique de Scranton leur déclara qu'il consulterait des experts, mais qu'une participation officielle était peu probable. À un certain moment, Janet crut qu'elle allait recevoir de l'aide d'un prêtre nommé Père O. Le Harry, mais elle s'aperçut par la suite qu'il n'existait aucun prêtre à ce nom. Les Warren
amenèrent alors avec eux le père McKenna, qui devint évêque par la suite, un prêtre traditionnaliste qui refusait les changements de rituels mandatés par le second concile du Vatican. Il faisait la messe en latin et il avait déjà exercé plus de 50 exorcismes pour les Warren. Le père McKenna fit une tentative d'exorcisme en suivant l'ancien rituel, ce qui eut pour conséquence de déchaîner la fureur du démon. La jeune Karen tomba gravement malade, une étrange fièvre faillit la faire mourir et sa sœur Town se fit particulièrement violer par la présence maléfique. Jeannette et Marie, quant à elles, présentaient de nombreuses marques de coups et des piqûres sur le bras. Toute la famille déprimée, Ed leur expliqua qu'ils en étaient à la deuxième étape de la possession, l'oppression qui suit l'infestation et qui est suivie par la possession et la mort. Vers la fin du printemps, McKenna effectua un second exorcisme. Enfin, le démon harcelait Jack au travail et il avait même accompagné les membres de la famille lorsqu'ils étaient partis camper dans les Poconos. Il savait maintenant que s'ils tentaient de changer de maison, la créature démoniaque les suivrait. Comme l'église refusait de leur venir en aide, les Smurls décidèrent de passer à la télévision, espérant ainsi recevoir quelques conseils. De manière anonyme, cachés derrière un écran, ils furent interviewés par Richard Bay au cours de son show People Are Talking. Apparemment, cet entretien ne fut pas du goût du démon. Lorsqu'ils rentraient chez eux, Jeannette fut immédiatement soulevée dans les airs et projetée contre le mur. Jack, qui allait avoir l'opportunité d'apercevoir l'entité par la suite, allait la décrire comme une créature monstrueuse qui ressemblait à un porc sur deux jambes. Un peu plus tard, durant la nuit, une main d'apparence humaine traversa le matelas et attrapa Jeannette par l'arrière du cou, et Jack se fit une nouvelle fois agresser sexuellement par le succube. En août 1986, malgré leur peur de ridicule, Jack et Jeannette Smurl estimèrent qu'ils devaient raconter leur histoire à un public plus large et ils accordèrent une interview à un journal de Wilkes-Barre, le Sunday indépendant. Ils espéraient que quelqu'un, après avoir pris connaissance de leur histoire, soit en mesure de les aider immédiatement. Leur maison devint une attraction touristique pour la presse, pour les spectateurs curieux, pour les sceptiques et pour tous ceux qui espéraient pouvoir y enquêter. Paul Kurtz, professeur de philosophie et président du Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, se trouvait parmi eux. Il émit le souhait de procéder à une enquête, mais cette proposition, qui avait été acceptée par Jack et Jeannette, fut rejetée. Les Warren déclarèrent que le SCIOP avait déjà une idée prépondue de l'affaire, qu'ils pensaient que l'histoire était un canular et que leur présence était par conséquence malvenue. Il déclara alors que les Warren n'étaient pas des enquêteurs objectifs, indépendants et impartiaux, et que l'histoire des Smurls était un canular, une mascarade, une histoire de fantôme. Il prétendit également que le témoignage des Smurls pouvait être la conséquence de délires, d'hallucinations ou de lésions cérébrales, et il demanda à ce que les membres de la famille Smurl se soumettent à des examens psychologiques et psychiatriques. Par la suite, Kurt écrivit dans le Spectacle Inquirer qu'il croyait que ça n'était pas une affaire ayant trait au paranormal et que c'était là la vraie raison pour laquelle on avait refusé de les laisser, lui et son équipe d'enquêteurs, entrer dans la maison. Les Smurl et les Warren avaient eu peur de ce qu'ils auraient pu découvrir. Parmi les sceptiques se trouvaient aussi certains des voisins des Smurl qui déclarèrent que la famille montait une histoire afin de la vendre. Le porte-parole du diocèse de Scranton, quant à lui, déclara qu'il ignorait ce qui causait ces troubles. Après l'échec des Warren, Jack et Jeannette contactèrent un médium, Mary-Alice Rickman, qui examina la maison et corrobora les conclusions des Warren. Comme eux, elle détectait 4 esprits. Le premier esprit était pour elle celui d'une vieille femme nommée Abigail, et le second celui d'un homme sombre moustachu nommé Patrick, qui avait tué sa femme et son amant avant d'être pendu par la foule. Elle fut incapable d'identifier le troisième, mais le quatrième était à son avis un puissant démon. La presse finit par pousser le diocèse de Scranton à agir et ils offrirent alors de prendre en charge l'enquête. De leur côté, Ed et Lorraine Warren avaient prévu un grand exorcisme avec plusieurs prêtres et un groupe de prieurs. Le père McKenna pratiqua donc un 3e exorcisme dans la maison et cette fois le rituel parut être un succès.
Il n'y eut plus aucune manifestation surnaturelle durant les 3 mois qui suivirent. Peu avant Noël 1986, Jack aperçut une forme noire, ce qui semblait indiquer le début de la 3e phase de possession. Il saisit son chapelet et se mit à prier, espérant que cette apparition se releverait un incident isolé. Malheureusement, les bruits étranges recommencèrent, tout comme les odeurs putrides, les actes de violence et les agressions. Jack et Janet devaient se rendre à l'évidence. Le démon était de retour. Les Smurls étaient fatigués du harcèlement constant des journalistes et des caméras de télévision, et ils décidèrent de quitter la ville pour s'installer à Wilkes Barre. Quelques mois plus tard, en collaboration avec Ed et Lorraine Warren, Robert Curran, un écrivain qui travaille pour le journal de Scranton, publie un livre racontant leur histoire. The Haunted et la rumeur d'une mystification simplifia un peu plus. Pour certains, ce livre était la preuve que Jack et Janet avaient monté toute cette histoire pour se faire de l'argent. En 1988, l'église effectua un 4e exorcisme, ce qui semble leur avoir enfin apporté la paix. Deborah Owens, qui emménagea dans l'ancienne maison des Smurls la même année, déclara qu'elle n'avait jamais eu rien constaté de surnaturel là-bas. L'histoire de la famille Smurl est sujette à polémique. Le fait qu'Ed Warren ait refusé de fournir la preuve des phénomènes surnaturels après avoir affirmé en posséder a attisé le feu de ses détracteurs. De nombreuses bandes audio auraient été enregistrées sur lesquelles on pourrait entendre par exemple des grognements démoniaques. De plus, le démonologue aurait déclaré avoir donné cette preuve à une société de télévision ainsi qu'à l'église, qui a refuté avoir reçu quoi que ce soit. Que s'est-il vraiment passé derrière les murs qui habitèrent la famille Smurl? Il est, une fois encore, difficile de l'affirmer avec certitude. Voilà comment se termine cet HVP. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle HVP, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à aimer les vidéos. Merci du fond du cœur. On n'hésite pas à liker, c'est gratuit, ça fait plaisir. À suivre mes réseaux sociaux. Et bien sûr, de marquer en commentaire Succube, parce que on a eu affaire à un succube. Voilà, je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain, 18h30, pour une nouvelle HVP. Tchuss!